Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. À la recherche de l'identité perdue. 1. Existence ou essence. Pour la tendance essentialiste de la renaissance culturelle et politique négro-africaine, autrement dit ceux des Africains qui prônent un enracinement du politique dans un terreau culturel typiquement nègre, la connaissance et la diffusion du passé authentique de l'Afrique noire aura le mérite de révéler la culture négro-africaine authentique. Ce retour aux sources réconcilierait avec leur personnalité véritable les peuples aliénés du continent et de la diaspora, et serait même le tremplin et la pierre angulaire du progrès. Il s'agit de retrouver, dans le processus historique de ce retour aux sources, les référents philosophiques inaliénables de la présence au monde du négro-africain. C'est pourquoi la thématique culturelle est l'âme des discours politiques fondateurs au moment des indépendances. C'est pourquoi de nombreux leaders politiques sont aussi d'éminents hommes de culture. La négritude de Senghor par exemple, dans ce contexte historique, est un tout dans lequel sont solidaires politique, littérature et anthropologie à l'intérieur d'une vision confraternelle du devenir de l'Afrique et du monde. En Afrique anglophone, autour de Kwame Nkrumah, émerge une doctrine panafricaniste à partir de fondements culturels et historiques communs aux Noirs. Les travaux historiographiques de Cheikh Anta Diop sur le peuplement de l'Afrique noire à partir de la vallée du Nil, ses thèses sur la parenté culturelle de l'Égypte ancienne et de l'Afrique noire inspirent sa réflexion sur les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. La redécouverte de l'apport de l'Égypte ancienne à la civilisation négro-africaine, conclura le savant sénégalais, sera le passage obligé vers l'édification d'un corps de sciences humaines articulé aux réalités culturelles de l'Afrique noire contemporaine. Ce retour à l'Égypte mère est tout aussi fondamental, poursuit-il, que la contribution de l'Antiquité gréco-romaine à la civilisation occidentale. Si les modalités concrètes et l'efficacité opératoire de ce retour vers l'Afrique authentique font toujours débat, il reste qu'une archéologie sans discernement du passé pourrait conduire à de graves dérapages intellectuels, à de périlleuses outrances identitaires. Au prétexte de rester fidèle à une tradition, ne s'expose-t-on pas au risque d'exhumer une culture archaïque et sans pertinence historique dans un monde où se bousculent temporalités multiples? Un monde dans lequel des avalanches d'idées viennent chaque jour réécrire la modernité? La question est à peine posée dans le consensus des années 60, car les défis de la construction étatique et nationale sont au cœur des préoccupations des élites intellectuelles et politiques. On note cependant que dans ce printemps des indépendances, en dépit des efforts quasi unanimes dans la classe politique pour asseoir une identité culturelle et un projet historique en rupture radicale avec les clichés établis par les politiques de dépossession culturelle pendant l'esclavage et la colonisation, les philosophies culturelles et les perspectives politiques différent d'une région à l'autre de cette Afrique noire. En Afrique francophone par exemple, on sera d'accord sur la culture mais en désaccord sur les choix politiques. Senghor adhère à la communauté française du général de Gaulle, alors que Sékou Touré s'oppose à la subordination des intérêts de la Guinée souveraine aux intérêts de la France souveraine. La formulation institutionnelle du politique en Afrique anglophone suivra en majeure partie les lignes historiques tracées par sa relation avec la culture anglo-saxonne alors que sa proximité culturelle avec l'Afrique noire reste forte. Et dans le même registre, au sein de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, les choix politiques divergent alors que l'unanimisme est quasiment de mise dans la rhétorique culturelle des Africains. En revanche, la conciliation du politique et du culturel est au centre du débat intellectuel comme si l'impossible synthèse dans le champ politique était possible au niveau des idées. Les outils conceptuels des sciences humaines sont questionnés par rapport à ce débat sur la constitution d'une mémoire et la réalité d'une identité négro-africaine. En plus de l'histoire et de l'anthropologie, littérature, philosophie, arts plastiques seront à des degrés divers, engagés dans cette entreprise multidimensionnelle de redéfinition du moi collectif. Dans la perspective intellectuelle nouvelle qui s'amorce, la quête acharnée de l'objectivité, du respect scrupuleux des faits dans les recherches historiennes est revendiquée comme la démarche préalable vers la conceptualisation de nouveaux paradigmes identitaires. Ce matériau théorique essentiel qui ouvrirait des voies nouvelles vers la désaliénation culturelle et l'autonomie politique. Tout au long des 4 dernières décennies,
Force est de constater que les visions de l'avenir qui naissent de ce vaste débat d'idées sont biaisées par nos subjectivisations du passé, nos récits historiens qui relatent sur le temps long les faits et les événements économiques, sociaux ou politiques qui ont jalonné l'histoire de l'Afrique. Dans certaines narrations, nous n'hésitons pas à prendre nos désirs pour des réalités. Les conséquences immédiates de cette atmosphère passionnelle qui s'est construite sur un arrière-plan fortement narcissique, des abus de mémoire fourvoient dans des joutes inutiles de brillants esprits, à l'exemple du fameux débat sur l'existence d'une philosophie africaine. Frais et moulus des meilleures universités occidentales, nos philosophes, plusieurs décennies durant, se demanderont en quel sens un système de pensée négro-africain peut valoir en tant que philosophie selon les canons de la pensée occidentale. Souci de définir une réplique nègre de la rationalité occidentale, ou besoin de s'affirmer en s'opposant à l'Occident quitte à exhumer dans le passé un système de pensée local à vocation universelle, ce débat donna lieu à un affrontement théorique et parfois violent entre les disciples négro-africains de Socrate. Mais au-delà du burlesque qui entoure cette problématique, son existence même révèle deux Afriques noires. L'une qui recherche son avenir dans son passé, et l'autre qui, se construisant une identité nouvelle, a conscience des questions que l'humanisme universel pose à ses choix locaux. Et dans un cas comme dans l'autre, nous découvrons une Afrique qui veut débattre mais reste obnubilée par la pensée occidentale comme s'il s'agissait de la seule civilisation avec laquelle nos philosophes pourraient dialoguer et conceptualiser une modernité adéquate à la vocation historique nouvelle de leur continent, comme si la pensée en Afrique devait absolument être une annexe de la tradition intellectuelle occidentale. Il est surprenant de constater que dans ce débat, ils argumentent tous pour ou contre Socrate, Platon, Aristote, Hegel, Marx ou Popper. Nul ne s'avise de réfuter ou de valider une thèse en convoquant la sagesse égyptienne ou mésopotamienne, Bouddha ou Confucius, Averroès ou Maïmonide. Lorsque l'articulation des choix politiques sur les valeurs culturelles commence à perdre du terrain à la fin des années 70, essayistes, romanciers ou dramaturges se tournent plutôt vers l'histoire pour demander des comptes à un passé qui drainerait sur le temps long de nombreux freins au progrès. Dans le consensus dominant des années 60, quelques plumes de la jeune littérature écrite expriment déjà le malaise de l'Africain qui veut savoir la part de l'Afrique qui doit être préservée dans un environnement mondial où l'autarcie culturelle est un leurre. Comment construire une nouvelle Afrique ou définir une normativité politique innovante dans un monde où des changements rapides et gigantesques entament plus que jamais nos références spatio-temporelles classiques, notamment la nation et l'État ? Quel doit être l'apport de l'Afrique moderne dans un monde qui la sollicite et s'offre à elle ? Il faut dire que des fabriques de l'imaginaire qui s'affirment à cette époque, la littérature est à l'avant-garde de ce mouvement des Lumières. Le héros de Cheikh Hamidou Kane, Samba Diallo, exprime le dilemme d'une classe intellectuelle qui veut s'ouvrir à l'Occident sans se défaire de l'Afrique traditionnelle. Je ne suis pas un pays de dialobé distinct face à un Occident distinct, je suis devenu les deux. Plus qu'un choix binaire entre une culture négro-africaine et une culture occidentale, le malaise de Samba Diallo fait aussi sens dans une Afrique qui doit interpréter le monde pour le transformer à son avantage, d'autant plus que prévient dans la même séquence historique René Dumont, l'Afrique noire est mal partie. Quelquefois sceptique, les thèses de Dumont sur l'avenir à moyen terme sont à contre-courant de l'unanimisme des années 60. Ses contradicteurs lui rétorquent par exemple que les investissements impressionnants, les rentes faramineuses des matières premières, l'afflux massif des capitaux sont plutôt des signes de bon augure. À son crédit, l'analyse de Dumont rompt avec une approche essentialiste de l'identité africaine et du développement qui relègue à l'arrière-plan les réalités économiques du monde et les intérêts de puissance qui gouvernent les relations internationales. Sans mésestimer la générosité ou les grandes ambitions de certains programmes, René Dumont veut soumettre à débat les modèles qui inspirent certains projets de développement. L'Afrique noire ne tardera d'ailleurs pas à réaliser qu'il ne s'agit pas que de faire une cure de jouvence dans les eaux innocentes d'une identité plus ou moins réelle, pour vivre libre et digne dans le monde des États en compétition infernale. Bref, il ne s'agit pas de vouloir pour pouvoir. Face à notre histoire à réaliser se dressent les forces de l'histoire. Le souci d'examiner ces valeurs à l'aune de la diversité du monde, et des événements qui en modifient sans cesse la configuration, n'est d'ailleurs pas un débat singulièrement africain.
Les peuples qui ont souffert des offenses faites à leur culture ne peuvent faire l'économie d'un tel débat. En 2000 ans d'existence, le peuple juif n'aura eu de cesse de revenir à la mémoire de la Torah pour la relire au regard des sollicitations du monde profane. Depuis le sac du temple à Babylone par Nabuchodonosor jusqu'au drame de la Shoah, la mémoire juive sera perpétuellement relue par les Juifs pour donner sens à l'événement, comprendre le surgissement de l'imprévu et des drames, et décider de la fidélité qu'il convient de témoigner au livre de la Révélation face aux tragédies de l'histoire. Mais on ne devrait pour autant rattacher tous les Juifs à une identité collective millénaire. Le rattachement systématique des Juifs à une identité commune, à une même métaphysique de histoire, inquiète ceux des Juifs qui ne se prennent pour tels qu'au sens sartrin, c'est-à-dire Juifs selon le regard réducteur de l'autre et qui ne veulent pas voir derrière la judaïcité un attribut métaphysique. C'est dans la référence implicite et obligée du judaïsme à la transcendance que je découvre la prison, déplore Jean Daniel. Un lieu où les incroyants comme les croyants, et surtout les incroyants, vont se trouver incarcérés dans une condamnation à la théologisation. Quelles que soient leurs références, quelles que soient leurs attitudes, ils vont être forcés à chaque instant de s'arrimer, de s'adosser à une explication disons transcendantale, disons biblique, historico-biblique, avec le piège, qui est un autre barreau de la prison qu'est le tricotage entre l'histoire et le mythe. On pourrait cependant, à juste titre, rappeler que les termes de la problématique identitaire juive et négro-africaine diffèrent à bien des égards. En Afrique noire, le lien à la tradition n'est pas surdéterminé par un livre sacré dans lequel une révélation aurait inscrit à l'origine un corpus de devoirs et de droits qui singulariserait l'homme noir. Mais il n'en demeure pas moins que, comme pour de nombreux juifs, notre débat sur la mémoire tourne constamment autour de l'existence imaginaire ou réelle d'un référent existentiel absolu, une mémoire transcendantale de l'homme noir, une identité culturelle intemporelle. C'est en ce sens que, faisant écho à René Dumont 2 décennies plus tard dans un essai où la colère pamphlétaire l'emporte parfois sur la juste considération des faits et la rigueur de l'analyse, Axel Kabou situe dans son système culturel les causes majeures de la stagnation de l'Afrique noire. Elle propose alors une analyse nouvelle des causes du sous-développement à partir d'une remise en question radicale des idées reçues, s'agissant notamment de l'efficience de certaines traditions culturelles sacralisées par l'usage et l'orgueil identitaire. Son analyse stigmatise un système de valeurs pétrifiées et suicidaires qui tiennent encore lieu de près à penser, alors que le monde est en mutation permanente. Pour comprendre pourquoi ce continent n'a cessé de régresser malgré ses richesses considérables, il faut d'abord se demander comment cela fonctionne au niveau microéconomique le plus élémentaire, dans la tête des Africains. Dans la même veine paraît en 2004 Négrologie. Dès les premières lignes de son essai, Stephen Smith formule la question que le monde entier se pose et sa réponse est sans appel : pourquoi l'Afrique meurt-elle ? En grande partie parce qu'elle se suicide. Sa lecture dénonce la cristallisation dans les discours et les actes de posture identitaire contraires aux ambitions de progrès à court et moyen terme du continent, cocktail explosif de narcissisme et de passéisme suicidaire dont nous ne semblons pas encore avoir conscience des effets délétères. De ces deux analyses focalisées sur les valeurs, on retient en partie une convergence essentielle. L'Afrique noire, aveuglée par des retrouvailles quasiment mythiques avec des valeurs culturelles séculaires, obnubilée par une lecture irréaliste des relations internationales, choisit tout simplement le suicide. Elle feint d'ignorer que la réelle politique est un dogme qui configure encore et pour longtemps le champ des relations internationales. Dans la longue histoire de la formulation et de l'objectivation du politique, il est indéniable que les intérêts de la cité déterminent prioritairement les choix de l'homme d'État. Pour la sauvegarde de l'espace vital national, on considère les peuples et les territoires amis comme des moyens et jamais comme des fins. Les exemples de cette posture classique nous sont offerts à foison au XXe siècle. Après les ravages matériels et humains de la Seconde Guerre mondiale en Europe, l'Amérique ne décide pas en faveur de cette Europe dévastée le plan Marshall par charité chrétienne. Elle le fait d'abord par rapport à ses intérêts vitaux car elle a besoin de la prospérité de cette économie à fort potentiel de valeur ajoutée pour se hisser encore plus haut jusqu'à l'hyperpuissance actuelle dont certains dénoncent les dangereuses excroissances et les abus de position dominante. La conception de l'État comme fin suprême est si profondément ancrée dans la tradition philosophique occidentale qu'il faudra attendre Kant, Marx ou Hannah Arendt,
pour voir s'ouvrir une réflexion dense sur le politique à l'échelle de l'humanité. Quand ils évoquent les droits et devoirs de l'homme, Périclès, Cicéron, Démosthène, Platon, Hobbes ou Locke désignent en réalité le citoyen, celui qui n'est pas cet autre que Égyptiens et Grecs appelaient le barbare. C'est seulement lorsque les intérêts d'un État et ceux des autres coïncident, que celui-ci pourrait consentir, et dans une certaine mesure, c'est-à-dire un choix qui ne déboucherait pas un tant soit peu sur son affaiblissement ou son déclassement, à limiter son emprise exclusive sur une sphère d'influence. Car un État n'inscrit pas sa durée et son action dans le court, le moyen ou le long terme, mais dans un horizon illimité au sein duquel la crainte permanente de déchoir suscite l'impérieux devoir de transcender le cycle des naissances et des morts qui hantent les civilisations. Même si les civilisations sont mortelles, un État peut très bien survivre à la mort d'une civilisation. Création des hommes qui naissent, vivent et meurent, l'État est paradoxalement conçu et perçu par les hommes comme le Dieu créateur, c'est-à-dire un absolu qui dure éternellement. Inscrite dans le train de l'histoire à l'intérieur duquel nous faisons l'expérience dramatique de notre propre finitude, la raison d'État, paradoxalement, se projette au-delà de la finitude de ses citoyens dans la mesure où elle envisage le prestige de sa puissance comme un croisement de droits et devoirs à faire valoir indéfiniment et contre vent et marée. C'est dans cette ligne directrice que Kissinger définit son sens de l'État. En tant qu'historien, il faut être conscient de la possibilité de la tragédie. Cependant, en tant qu'homme d'État, on a le devoir d'agir comme si son pays était immortel. L'homme d'État qui se profile dans cette optique se démarque du Christ qui dévalue les réalités mondaines parce que son royaume n'est pas de ce monde. Pour Kissinger, homme d'État, son royaume est bel et bien de ce monde. Le souci de l'action efficace dont les critères de réussite ne sont pas au ciel chez le Père, mais sur la terre des hommes, conditionne tous les choix stratégiques qu'il décide dans l'intérêt de ceux qui partagent avec lui une communauté de destin. Face à cette conception dominante du politique dans les relations internationales, les rhétoriques de l'identité culturelle et de la souveraineté ne sonnent-elles par creux lorsqu'elles ne s'articulent pas aux réalités objectives et complexes du monde, lorsqu'elles ne s'adossent pas sur une force potentiellement capable de subvertir des ambitions concurrentes ou HE accent aigu GE accent aigu monique, lorsqu'elles ne génèrent pas cette valeur ajoutée qui accorde aux États puissance et respect et aux peuples fierté et dignité? Les tenants du courant essentialiste objectent que, parmi les valeurs ancrées dans les représentations individuelles ou collectives en Afrique noire, seuls peuvent animer une politique de puissance et de souveraineté les référents véritables de l'identité culturelle négro-africaine. Car il subsisterait en Afrique noire, à côté d'une culture étrangère, une culture patrimoniale qui est aussi la culture de la résistance à l'aliénation. En raison de son incroyable capacité à rebondir, cette culture résiduelle qui renaît sans cesse de ses cendres serait le vestige d'une Afrique éternelle et le moteur qui devra impulser ses choix historiques. Regardons froidement le ton et le poids de certains arguments. Nous relevons que sous l'emprise passionnelle du militantisme politique ou de la liberté de langage inhérente à l'écriture pamphlétaire, en raison de la poétisation des faits historiques, parfois le réel échappe d'autant plus à nos intelligences que les mots s'éloignent des choses. Si c'est le propre de l'œuvre de fiction de magnifier ou de minorer tel ou tel aspect du réel selon la vision du monde et les choix esthétiques de l'artiste, avec les mêmes vertus du verbe créateur, l'artiste peut aussi engendrer dans nos esprits un monde virtuel qui devient réalité dès lors que les hommes de chair et de sang que nous sommes se l'approprient. Salutaire lorsqu'elle nous enrichit de vertus nouvelles, cette magie des mots pourrait cependant être fatale quand elle réveille nos pulsions les plus dévastatrices et voile des facettes essentielles du monde qui nous entoure. C'est le péril dont toute littérature identitaire est porteuse. C'est ainsi que dans une élégie dédiée au chef Zoulou Tchaka, Senghor magnifie le vaillant résistant aux envahisseurs bourgs et minimise les atrocités du tyran sanguinaire dont la cruauté est tout aussi légendaire que la bravoure. Bien évidemment, le poète choisit là de mettre en relief un fragment de l'histoire qui sert amplement le discours nationaliste. Plus loin, nous verrons que sur un plan strictement historiographique, aussitôt retrouvés dans les travaux de Cheikh Anta Diop leur honneur perdu, certains Africains croient venu le moment de passer outre les contraintes du moment et du milieu pour retourner quérir dans le culte d'Amon et la Maat égyptienne les fondements d'une essence spirituelle éternelle nègre, un viatique du progrès sans lequel l'Afrique noire ne verra jamais le bout du tunnel.
Il faut bien se demander si le refus récurrent de regarder en face certaines séquences du passé, parce qu'offensantes pour l'orgueil identitaire, si les abus du devoir de mémoire, si le refus de toute lecture dialectique du passé ne rejaillissent pas si souvent dans les faiblesses du présent et les échecs de l'avenir. L'Afrique noire a trop souffert et souffre encore des réécritures idéologiques du passé, pour s'imposer à cet égard un singulier devoir de vigilance intellectuelle. Le danger des falsifications de l'histoire, la tentation de lire de biais le passé n'a pas comme seule incidence dangereuse l'hypertrophie du moi collectif ou le déni brutal de l'autre. En nous isolant dans une bulle à notre convenance, notre complaisance narcissique nous renvoie une image brouillée de ce que nous sommes véritablement. Nous construisons des hiérarchies identitaires imaginaires que nous faisons passer du monde du mythe au monde de la réalité. C'est ainsi que des lectures biaisées ou fallacieuses de l'histoire se retrouvent souvent solidaires de certaines tragédies politiques. Lisons les faits qui ont tissé la trame de notre histoire et analysons sans complaisance à l'aune de la vérité historique, les procédés narratifs, les récits du passé que nous élaborons depuis un demi-siècle pour la construction de notre mémoire commune. Nous en tirerons certainement une considération plus juste de ce que nous fûmes réellement, et dessinerons une perspective meilleure de ce que l'Afrique politique de demain pourrait être dans un monde aux repères étrangement mouvants. 2. Afrique noire, Afrique blanche ? Analyse, perspective ou prospective évoque souvent une Afrique brumeuse dont les contours sont loin d'être précis. Afrique est devenu un mot valise, un mot qui peut signifier tant de choses au point de ne plus rien signifier du tout. Ce substantif a connu des emplois tellement différents les uns des autres, des usages idéologiques multiples qui symbolisent à merveille l'histoire chaotique des peuples de cette Afrique qui, probablement, représente aujourd'hui le plus grand complexe anthropologique de la planète. Établir le peuplement du continent noir à partir de la vallée du Nil, suffit-il à décrire sa réalité essentielle, si tant est qu'il en existe une ? Notre passé ne renferme-t-il pas plusieurs Afriques rattachées à des cycles historiques différents, que nous méconnaissons si souvent dans nos ateliers de la mémoire ? Pouvons-nous parler de l'Afrique noire à l'époque de Ramsès comme s'il s'agissait de l'Afrique de Béhanzin, ou de Samori ? Quelle continuité ou rupture entre l'Afrique du capitalisme médiéval et l'Afrique du capitalisme postmoderne ? Quelle continuité ou rupture entre l'Afrique de la Conférence de Berlin en 1884 et l'Afrique de l'ordre géopolitique actuel ? L'Afrique précoloniale ne fut-elle que ce havre de paix célébré par une partie de la littérature négro-africaine, cette merveilleuse symbiose où depuis la nuit des temps les hommes et la nature communient dans une félicité ininterrompue jusqu'à la pénétration occidentale ? Qu'en fut-il du rapport de nos cités médiévales à la liberté de conscience et au délit d'opinion ? Peut-on parler d'une conscience historique négro-africaine dans cette Afrique précoloniale ? Quels matériaux cette Afrique précoloniale apporte-t-elle au chantier de l'avenir ? Mais interrogeons tout d'abord l'étymologie. Elle nous apprend que Afrique est une création sémantique du monde arabo-musulman en expansion. Mais traduire littéralement Ifriqiya pour Afrique ne doit pas nous égarer dans un jeu de correspondance qui n'a rien à voir avec les frontières ou la configuration sociale et politique de l'Afrique actuelle. Certes, des territoires de l'Afrique du Nord contemporaine existaient déjà dans cette Ifriqiya qui n'était alors qu'un embryon géographique du continent actuel, mais nous sommes encore éloignés à cette période des découpages territoriaux et nationaux décidés à la Conférence de Berlin. Dans les premiers siècles de l'Hégire, le calendrier musulman, l'Ifriqiya se trouve dans une configuration anthropologique et géopolitique du monde qui situe les peuples au sud du Sahara à la marge des grands mouvements d'idées des civilisations supposées les plus prestigieuses. Pour la conscience collective du monde arabo-berbère tel que des lettrés du Haut Moyen-Âge la façonnent, les Noirs incarnent le bourgeon sauvage du grand arbre de l'humanité, une espèce vivante à la marge de l'humain dont les déficiences ontologiques n'ont d'égal que la noirceur de peau. Être noir, c'est alors endurer la fatalité d'une intelligence inférieure, c'est revêtir à fleur d'épiderme la marque éternelle d'une conscience enténébrée ou irrationnelle. Autour de cette Ifriqiya, le système de représentation construit grâce au concours savant de scribes réputés se délecte d'une nomenclature des races qui n'aura pas attendu Arthur de Gobineau pour s'imposer comme le vivier idéologique de la traite arabe des Noirs. Des lettrés qui discourent au Moyen-Âge sur l'Afrique, noire,
Ibn Khaldun est sans doute l'une des figures les plus éminentes, mais aussi celui de tous dont la fibre raciste est peut-être la plus vive. Fils d'une famille de grande noblesse, Khaldun étudie le Coran, la jurisprudence et les lettres. Après une brève incursion dans le jeu politique tribal en Afrique du Nord, il décide de se lancer dans une aventure intellectuelle ambitieuse mais étrangement dédaigneuse de l'observation scrupuleuse des faits de la part d'un esprit aussi éclairé sur la diversité humaine que l'auteur du discours sur l'histoire universelle. Le monde selon Khaldun se divise en deux pôles. Dans les régions du Nord, croit-il savoir, la fraîcheur du climat tempère les ardeurs du corps et délie l'intelligence et l'imagination. Raison pour laquelle les sciences, les techniques et les constructions, les vêtements, l'alimentation, les fruits et même les animaux se distinguent par leur modération. On comprend aussitôt pourquoi les régions des tropiques, autrement dit l'autre pôle du monde de Khaldun, cette Afrique noire dont l'épithète dirait long sur les mœurs sombres, n'est rien de plus que ce vilain grain de sable venu enrayer le déploiement harmonieux de la fabuleuse machine de la création. On prétend même que des Noirs Sudan, de la première partie du monde vivent dans des cavernes ou dans la jungle, mangent des herbes, vivent à l'état sauvage et non en société, et sont anthropophages. La raison en est que leur éloignement de la zone tempérée leur vaut de se rapprocher par le caractère des animaux stupides. Il en va de même de leur religion. Ils ignorent la prophétie et n'ont pas de loi religieuse, excepté chez la petite minorité qui vit près des régions tempérées. Ces conclusions sur l'Ifriqiya des Sudan, les Noirs, ne sont pas tirées des interprétations racistes du texte biblique de la Genèse, 9h20-27, sur la malédiction de la descendance nègre de Cham. Reste que 5 siècles avant Gobineau, le discours sur l'histoire universelle décrit l'Ifriqiya des Noirs sous un angle exclusivement racial avec la couleur de la peau comme marqueur identitaire. Khaldun affirme ainsi que les habitants du Bilal al-Sudan sont aussi noirs d'esprit qu'ils le sont de peau, la couleur noire étant ici associée à tout un imaginaire bestial et tératologique qui condamne a priori les habitants de cette partie du monde à végéter dans les limbes de l'évolution darwinienne. Comme une fusée rivée au sol parce que vidée de sa force de propulsion, les Noirs regarderaient donc vers le ciel dans une angoisse métaphysique permanente sans jamais accomplir œuvre prestigieuse. Loin de l'Ifriqiya des origines qui désignait en fait la première province musulmane de l'Afrique du Nord actuelle, le monde arabo-berbère, malgré une longue tradition cosmopolite, le dynamisme de ses marchands, le rayonnement d'une science et d'une littérature qui ont su préserver et enrichir l'héritage intellectuel gréco-romain, sera néanmoins la première sphère de civilisation dans laquelle une littérature et une historiographie élaborent et diffusent sur elle Afrique noire des clichés qui définissent les hommes de cette contrée par leur couleur de peau, symptôme physique d'une nature psychique morbide. Hegel ne sera-t-il pas trop tard venu lorsqu'il affirme au XIXe siècle que l'Afrique noire n'est pas une partie historique du monde? Pour un autre contemporain de Khaldun, Ibn al-Faqih, phénotype et génotype se mêlent pour déterminer les tempéraments raciaux. Les gens qui naissent en Irak ont un esprit sensé, des passions contrôlées, une nature équilibrée et sont très doués pour tous les arts. Ils ont également des membres bien proportionnés, des humeurs très saines, une peau d'un brun léger, ce qui est la couleur la plus appropriée et la plus correcte. Ce sont les gens qui sont... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.